La charia, loi morale ou code juridique, avec Baudouin Dupré. Qu'est-ce que la charia ? Derrière ce terme, qui signifie pour des oreilles occidentales le plus souvent une menace de destruction de nos codes universels centrés sur les droits de l'homme, quelle est la réalité de la charia ? La réalité à l'œuvre dans les pays où la religion de l'islam est dominante et dans ceux qui font explicitement référence à la charia. En particulier, est-ce que la traduction commune par droit musulman a-t-elle le moindre sens ? Baudouin Dupré, vous venez de publier aux éditions La Découverte un ouvrage qui s'intitule La charia, des sources à la pratique, un concept pluriel. Donc, le titre déjà laisse penser que ce sont des aspects méconnus de ce que signifie la charia que vous avez le souci de mettre en évidence. Mais d'abord, on parle beaucoup de la charia en ce moment, au début de l'année, dans ce milieu de l'année 2014. Elle est devenue ou elle est revenue au centre de nombreux débats publics, aussi bien dans les pays de tradition musulmane qu'en Occident. Pour quelles raisons ? Aujourd'hui, c'est devenu le terme par excellence utilisé pour renvoyer à ce qui fait loi en islam, sans évidemment que personne, aucun des protagonistes ou rarement, ne sache très bien de quoi il retourne. C'est un de ces concepts dont finalement le contenu varie avec le temps, varie avec les perspectives adoptées. Et je reprends un auteur que j'admire énormément, Paul Veyne, qui dit les concepts varient dans le temps. Ils n'ont pas cette espèce de substance, cette qualité d'objet atemporel qu'on voudrait leur imputer. Eh bien, la charia est un concept, et c'est un concept qui donc change d'acception de manière très marquée à travers le temps et l'espace aussi. Alors, cela dit, ça émeut régulièrement l'opinion. Tout récemment, au mois de mai 2014, on apprend que le sultan de Brunei, qui est propriétaire du groupe hôtelier Rochester, va y introduire la charia. Donc, on s'en émeut évidemment très vivement. On apprend une nouvelle qui est perçue comme beaucoup plus réjouissante au début de l'année 2014, que la Tunisie tourne le dos à la charia ou refuse que la charia soit mentionnée explicitement dans son texte fondamental. Donc, ou alors on apprend, et c'est beaucoup plus redoutable, en 1999, qu'il y aura au Nigeria des États charia, et puis régulièrement, la presse occidentale retrace ou restitue les horribles supplices que subissent les personnes condamnées au nom de la charia, soit parce qu'elles ont commis un adultère ou pour d'autres raisons, et plus souvent ce sont des femmes. Alors tout ça amène en effet à souscrire au jugement que vous rappelez au début de votre texte. La charia est considérée comme un adversaire idéologique global, une image des plus négatives. C'est comme ça, selon vous, que la charia est perçue en Occident ? Je pense qu'elle est devenue très largement perçue dans ces termes-là, mais ce qu'on fait dire à la charia est évidemment excède bien largement ce que les sources qui s'y rapportent ou qui font référence ne disent elles-mêmes. Au nom de la charia, on peut commettre des choses qui auraient bien du mal à trouver une légitimation quelconque dans les textes de jurisprudence islamique, par exemple. Oui, mais ceux qui les appliquent... Ceux qui les appliquent, néanmoins, se réfèrent à la charia. Et je dirais que quels que soient les protagonistes, les pourfendeurs de la charia comme les plus fervents partisans de celle-ci, en ont cette vision très manichéenne, et ils se rejoignent sur ce qu'elle connote bien plus que sur ce qu'elle dénote. La connotation de la charia, c'est la connotation d'une justice divine sévère pour les uns, d'une justice barbare pour les autres, qui applique encore les peines corporelles, par exemple. Mais c'est cette même conception très tranchée, très manichéenne, qui prévaut, quelle que soit l'opinion extrême que l'on a à son sujet. Alors, pour approfondir cette question, qui pourra surprendre peut-être nos éditeurs, c'est d'abord de souligner l'extrême diversité des pratiques juridiques, on peut même dire morales, des pays pour lesquels la charia est une référence. On a des pays qui sont vraiment avec des dispositions, en particulier pénales, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on rencontre en Occident. En revanche, d'autres pays où la charia est une référence et où les choses se passent tout à fait autrement.
Donc à quoi est due cette très très grande diversité? Ce qu'il faut absolument faire, c'est distinguer les différents registres sur lesquels la charia peut jouer. Elle peut être une loi éthique avant toute chose. Et probablement même est-elle d'ordre éthique avant toute chose. Elle peut être, mais c'était le processus, c'est le fruit d'un processus historique. Elle peut être une référence constitutionnelle, elle peut être une référence juridique, elle peut être aussi une sorte d'étalon, du bon goût, de la morale, de la vertu en islam. Donc on a toute une palette d'usages possibles de la charia, et ce n'est que marginalement et récemment que son usage le plus juridique a été mis en avant. Tant et si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de charia, on pense droit musulman. Mais la charia, avant toute chose, c'est la loi, mais la loi avec un L majuscule des musulmans. Et en ce sens-là, elle porte davantage sur ce qui constitue le bien ou le mal en étant fidèle de cette religion, sur ce qui est un critère du beau, du bon, du juste. Elle porte bien plus sur ces choses-là que sur la légalité au sens juridique du terme. Mais il y a des domaines quand même où, même si elle a sa signification, en tout cas aux yeux de certains cercles musulmans, est beaucoup plus une signification morale, où elle a des recommandations, en tout cas, qui sont totalement à contre-courant de ce qu'on pourrait estimer juste en Occident. Par exemple, sur le statut de la possibilité de changer de religion, sur les minorités religieuses, sur le droit des minorités religieuses, voire même sur la hiérarchie des religions. Je pense qu'il n'y a pas le moindre doute sur le fait que ce corpus constitué sur des siècles d'histoire n'est pas un corpus qui a été constitué à l'ombre du paradigme des droits humains, et que, comme nombre de corpus des temps modernes ou du Moyen-Âge, il peut se trouver fréquemment en contradiction avec les valeurs universelles d'aujourd'hui. Mais évidemment, il y a aussi nombre de lectures de ce corpus qui permettent des avancées. Et Mohamed Harkoun, pour ne citer qu'un auteur parmi d'autres, était certainement un de ces musulmans qui souhaitait une relecture du corpus de l'islam à l'aune de valeurs contemporaines, de valeurs d'universalité et de valeurs liées aux droits humains. Donc ça supposerait l'espace possible pour un travail d'interprétation, enfin d'herméneutique, qui n'est pas très facile dans l'islam du fait de la concision très rapide du texte. Je crois que c'est peut-être dû en partie effectivement aux sources elles-mêmes, aux textes eux-mêmes, quoique le corpus de la tradition prophétique soit immense et donc offre quand même des ressources inépuisables à toute entreprise herméneutique. Mais ce qui est évident, c'est que les conditions politiques du temps présent sont peu favorables à des interprétations progressistes et des interprétations ouvertes sur la pluralité, sur la diversité, sur autrui, sur le désaccord, sur le dissensus. En tout cas, c'est une des questions que l'Occident adresse à l'islam, mais précisément le fait que les choses se passent ainsi ne peuvent pas être détachées de ce qui est quand même une forme de rejet des valeurs occidentales qui aujourd'hui n'est pas insignifiant dans ce mouvement de codification, de radicalisation de la charia, semble-t-il. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, et en même temps le mouvement est paradoxal parce que cela se fait au motif de rejeter des valeurs occidentales. On n'en adopte pas moins des modes de pensée qui sont étrangement occidentaux. Je faisais référence à la dimension aujourd'hui juridique de la charia. C'est un droit qui connaît la codification, c'est un droit qui connaît la constitution, c'est un droit qui connaît la jurisprudence à la façon, je dirais, civiliste française. Voilà bien une étrange façon de réinscrire la tradition dans le contexte contemporain que l'adoption de méthodes, de techniques qui ne sont absolument pas les techniques de la doctrine islamique classique, mais qui sont les méthodes et les techniques du droit français contemporain.
C'est tout à fait frappant. C'est une thèse qui est analysée de manière extrêmement précise dans votre livre. Au fond, ce sont des apports extérieurs. Alors, vous dites soit l'administration coloniale, soit les orientalistes, soit les gouverneurs arabes, qui au fond transformé cette constellation de réflexion éthique, cette normativité, en droit codifié. Donc, le droit musulman, il a été créé en partie par ces regards extérieurs ou ces intervenants extérieurs. Pouvez-vous donner les raisons de cette thèse ? Je crois effectivement qu'en tant que droit, au sens où nous entendons le mot droit aujourd'hui, évidemment, on peut sinon lui donner des acceptions extrêmement larges, mais au sens où nous entendons le mot droit aujourd'hui, la charia n'est un droit que depuis le 19e siècle. Elle est le résultat d'une rencontre plus ou moins forcée entre l'Occident, pour faire simple, et l'islam. Rencontre qui est en partie la rencontre coloniale, mais pas seulement, c'est aussi la rencontre des empires, entre l'Empire ottoman et les autres puissances du concert européen de l'époque, qui a amené les souverains des empires musulmans de l'époque à se poser la question du déficit d'efficacité de leurs armées, de leur technologie, de leur façon de s'organiser. Et la codification, c'est-à-dire la transformation de ce qui faisait droit à l'époque ou de ce qui faisait plutôt norme à l'époque, la transformation de tout cela en code modelé sur le paradigme napoléonien, c'est quelque chose que l'on observe très précisément de manière historique tout au long du 19e siècle. Et on le voit aussi bien avec les Hollandais qui occupent l'Indonésie, qu'on ne le voit avec les Britanniques en Inde qui inventent l'Anglo-Mohammedan Law, et puis évidemment avec les Français en Algérie, à commencer par l'Algérie, et puis en Tunisie, au Maroc et ailleurs. On voit tous les pays de droit civiliste, la famille. Le droit codifié est une grande ressource du 19e siècle un peu partout dans le monde. Le Japon de l'ère Meiji adopte aussi le droit codifié. Mais dans le contexte musulman, ça produit quelque chose d'un petit peu étrange, qui est cette transformation de la normativité islamique en un droit codifié, et qui va progressivement être naturalisé au sens où, aujourd'hui, pour la plupart des juristes musulmans égyptiens, par exemple, il ne fait pas de doute que la charia soit le droit musulman. Ce sont des termes qui sont devenus synonymes, alors pourtant qu'historiquement, c'est le fruit d'un processus de transformation. Alors, il est vrai que dans certains pays qui sont engagés dans non seulement une codification, d'ailleurs bien antérieure à leur arrivée au pouvoir, du droit musulman, mais aussi dans une radicalisation de la référence musulmane de ce droit, cela peut donner une série de dispositions tout à fait radicales. Alors, dans les deux domaines principaux touchés par cela, c'est-à-dire les rapports à Dieu, de l'homme à Dieu, et les rapports des hommes entre eux, c'est plutôt dans ce dernier domaine, d'ailleurs, que ce qui est présenté comme châtiment, rétribution, prix du sang, prend parfois un caractère qui, pour des appréciations occidentales, est épouvantable. Il faut distinguer les différents registres du droit. Le premier registre est celui du droit constitutionnel, et il n'y a que certains pays musulmans qui font référence à la charia ou à la doctrine, au fiqh. Après, il y a des domaines du droit, et entre autres le droit de la famille ou le droit d'inspiration islamique, disons, est nettement plus prégnant que dans d'autres domaines. Il est évident que la plupart des pays musulmans aujourd'hui continuent à reconnaître la polygamie, continuent à reconnaître la répudiation, continuent à ne pas accorder à la fille la même part d'héritage que son frère. Donc il y a des dispositions dont on voit très bien la généalogie islamique, et ces dispositions sont explicitement discriminatoires. Donc il n'y a pas de doute en la matière. En revanche, en matière pénale, finalement, l'impact de la normativité islamique aujourd'hui, au niveau du droit,
s'entend, parce qu'après, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire et dire au nom de la charia est infiniment plus large que le seul droit. Mais donc, au niveau pénal, c'est relativement limité. Un pays comme l'Égypte, de nouveau, mais c'est la même chose au Maroc, c'est la même chose en Tunisie, c'est la même chose en Algérie, ne reconnaissent pas les peines du talion, ne reconnaissent pas le prix du sang, ou en tout cas ne le reconnaissent pas de la manière, de manière brute, mais seulement de manière très accommodée. Mais il reste qu'il y a des pays où ces choses sont parfaitement codifiées. Absolument. Et codifiées de manière épouvantable. Alors, par exemple, de la lapidation, je crois que dans les journaux, tous les jours, tout à fait. Je ne pense qu'il rappelle qu'un acte de lapidation a eu lieu. Il ne faut certainement pas édulcorer le tableau. Il est évident qu'il y a énormément de choses qui se font au nom de la charia et qui sont parfaitement épouvantables et injustifiables. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce n'est pas nécessairement la législation de ces pays qui le reconnaît comme tel. C'est ce qu'on fait au nom de cette législation, ce qu'on fait au nom encore plus de la charia qui est épouvantable. Il reste que le Soudan a adopté un code pénal islamique, pour ne prendre que cet exemple, et que ce code pénal islamique reconnaît un certain nombre de peines corporelles pour des crimes qui sont des crimes répertoriés par l'islam, ou en tout cas présentés comme tels. Alors, de ce code islamiste, on peut dire qu'il est une traduction d'une normativité, c'est-à-dire une réflexion sur la place des normes dans une société, et que toute société humaine porte avec elle, en principe, et en principe codifié, d'autant plus radicaux que une certaine forme d'influence jacobine, si l'on peut dire, ou centralisatrice, s'est imposée. Oui, c'était une fois de plus ce paradoxe que je cherchais à souligner, c'est que il n'est pas sûr que le relatif pluralisme qu'on pouvait observer dans la normativité islamique classique est fortement bénéficié de sa rencontre avec le jacobinisme des États-nations contemporains. Ce pluralisme-là n'existe plus. Quand on adopte un code pénal islamique au Soudan, on fait fi de toutes les divergences d'interprétation qui existaient dans la doctrine classique au profit d'une seule de ces interprétations, et qui malheureusement est l'interprétation la plus rétrograde qui soit, la plus bornée qui soit. Alors comment peut-on imaginer que la charia puisse coexister avec d'autres systèmes juridiques dans des pays, par exemple, où les communautés musulmanes ne sont pas la majorité de la population. Récemment, il y a quelques années, en Angleterre, une cour ou un ordre professionnel avait recommandé qu'on s'intéresse à la possibilité de reconnaître un certain type de tribunaux islamiques, de codes différents pour régler les problèmes de la communauté musulmane, ce qui avait provoqué une indignation collective, d'ailleurs en Grande-Bretagne comme ailleurs dans le reste de l'Europe. Est-ce que c'est une voie qu'il faut d'emblée barrer, comme pour revenir à l'ambition qui nous est la plus chère, c'est-à-dire d'assimilation et d'assimilation intrinsèquement justifiée, puisqu'il s'agit de s'assimiler à des valeurs universelles, et les droits humains, pense-t-on, sont de portée universelle, ou bien y a-t-il là un thème de réflexion ? Je pense qu'il y a indubitablement un thème de réflexion. Vous faisiez allusion à un des ordres des avocats au Royaume-Uni. On peut se souvenir aussi de ce que disait l'archevêque de Canterbury il y a un petit peu plus tôt, qui souhaitait effectivement qu'on reconnaisse une place à la charia dans l'ordre normatif. Mais évidemment, là aussi, il faut se méfier de toutes les caricatures qui n'ont pas manqué de survenir à cette occasion-là. Il ne disait certainement pas qu'il fallait accorder à la charia une place dans la loi britannique. Son propos visait à dire peut-être est-il préférable, surtout à un premier niveau de juridiction ou à un premier niveau de conflit, de laisser une certaine part à la conciliation et à l'arbitrage. Et dans le contexte de la conciliation, peut-être, mais toujours évidemment sous la surveillance étroite des tribunaux britanniques
et du grand principe de l'ordre public et donc de l'impossibilité pour ces instances arbitrales de jamais décider quelque chose qui serait contraire à l'ordre public britannique ou autre. Donc la possibilité d'arriver par voie de conciliation à des solutions, à des litiges qui souvent sont des litiges qui nécessitent autre chose que l'intervention radicale d'un juge, qui nécessite autre chose qu'une intervention qui tranche, mais qui souvent justifie d'une intervention qui réconcilie les parties. Il reste que, du moins, pour le droit français, le droit américain sont des droits qui sont... qui prétendent être centrés sur le respect de la personne humaine et la définition à la fois du délit et de la peine, ou même de la normativité en général, qui est extrêmement centrée sur l'intention, sur la responsabilité personnelle, sur la capacité d'assumer les conséquences, d'abord de se les être représentés de manière claire avant d'agir, et qui procède évidemment sur une stricte individualisation et des actes et de la peine qui sera ensuite imposée. Alors, on a l'impression, mais encore une fois, ce jugement est peut-être en partie superficiel et surtout tout à fait extérieur, que le terrain normatif qui a donné naissance à la charia reposait sur un autre type de compréhension de ce qu'est la vie de l'individu dans la communauté, et où d'une certaine manière, la capacité d'être en affiliation, d'être en allégeance même, était au moins aussi importante que cette espèce d'espace irréductible de la décision et de la responsabilité individuelle. Donc, si c'est le cas, comment accommoder les deux systèmes, même à un niveau qui serait au premier niveau de la normativité, c'est-à-dire le conflit civil et puis les perspectives de conciliation. La tradition islamique n'était pas particulièrement hostile à l'intentionnalité, à la responsabilité individuelle, à tout ce qui pourrait être personnalisation et individualisation des obligations, des responsabilités, et puis en matière pénale, des délits et des peines. Je pense que ce n'est pas vraiment à ce niveau-là que le problème majeur se pose. Et d'ailleurs, on remarque que dans le droit des contrats, dans le droit, même le droit financier d'aujourd'hui, il y a finalement peu d'incompatibilité entre nos systèmes juridiques et des systèmes qui se prétendent influencés par la charia. Le succès de la finance islamique dans tous les milieux tendrait à le prouver. Tendrait à le prouver, même si ça tend à prouver également que d'autres intérêts sont en jeu, d'autres types de populations sont en jeu. Ce ne sont plus des populations issues de l'immigration paupérisées et problématiques socialement. Ce sont des populations élitaires, riches, qui ont de quoi investir dans nos pays et qui évidemment donc attirent l'attention de nos banquiers infiniment plus que dans l'autre cas. Mais je crois que fondamentalement la jurisprudence islamique a développé une conception des obligations de l'individu qui tournent autour de la responsabilité individuelle. Et donc, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là que le problème majeur se pose. Le problème majeur, je crois, est celui de l'inégalité entre les différents sujets de droit. Le sujet majeur, c'est que il faut argumenter pour arriver à dire, dans une conception islamique des choses, que l'homme et la femme sont égaux. On peut y arriver, des tas de gens le font et ils le font brillamment, mais ce n'est pas quelque chose qui est donné d'avance, c'est quelque chose pour lequel il faut ferrailler. Et c'est ça le souci majeur. Finalement, quelle est la normativité islamique aujourd'hui dans nos pays? Quel est le domaine dans lequel elle nous pose le plus de problèmes concrets? Pas le domaine du droit pénal. De toute façon, on n'accepterait pas la moindre sanction corporelle et la question est exclue. C'est dans le domaine du droit de la famille que ça se pose. Et ça se pose en termes de mariage, de polygamie, de droit à épouser plusieurs femmes, de répudiation surtout, plus encore que de polygamie. La polygamie, c'est finalement un leurre parce que démographiquement, elle ne concerne pas grand monde. Les gens n'ont pas forcément les moyens, souvent les moyens d'une vie polygame. En revanche, la répudiation, qui est cette forme extrêmement sommaire de divorce
mais qui appartient unilatéralement au mari, celle-là est extrêmement problématique parce qu'elle est directement attentatoire au principe d'égalité, l'homme pouvant disposer de son épouse d'une façon qui n'appartient pas de manière équivalente à la femme. Donc c'est là, à mon avis, que se situe le souci principal. Mais je crois qu'il est possible d'être accommodant avec une certaine conception islamique des choses, sans pour autant faire droit à ce qui nous semble directement attentatoire aux valeurs fondamentales. On peut reconnaître un certain nombre de dispositions dites islamiques sans pour autant donner la moindre chance à un homme de répudier sa femme dans le système français. Mais au-delà même de ces actes particuliers, donner cette chance ou essayer de réfléchir à ce que pourrait être une forme de conciliation pacifiée qui respecte l'essentiel de nos valeurs, et en particulier l'égalité entre les sujets de droit, ça voudrait dire rompre radicalement avec ce qu'on observe, et ce qui est d'ailleurs, vous analysez très bien dans votre livre, comme un usage politique, un usage de la charia essentiellement politique, qui souvent porte un rejet des valeurs occidentales. Évidemment, là, on serait dans une toute autre perspective. Parce que quand on apprend que le sultan de Brunei va faire régner la charia dans les hôtels du groupe Rochester, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je crois qu'il faut absolument distinguer ce qu'il en est de la charia dans nos pays occidentaux et ce qu'il en est dans les pays de majorité, de tradition islamique. Les questions ne se posent pas du tout dans les mêmes termes. Mais il est évident que aujourd'hui, bien plus qu'une question juridique, la charia est devenue un slogan politique et un moyen de se démarquer, un moyen parfois de provoquer, un moyen de choquer. Le sultan de Brunei, on a du mal à très bien comprendre quelle est sa motivation. Il se présente certainement comme une personne extrêmement pieuse, mais s'il avait une certaine éducation dans sa propre religion, il saurait que la charia qu'il veut imposer n'existe pas dans sa tradition sous cette forme-là. Et donc, que cherche-t-il à faire ? Qu'est-ce qui le motive ? Quel rôle entend-il jouer aussi dans le concert des États musulmans ? Est-ce qu'il veut, ce faisant, se donner une image de leader, de zélote de l'islam et donc met en avant une version rigoriste de la charia ? C'est possible. Je n'ai pas d'informations particulières sur Brunei, mais il est évident qu'il y a de la surenchère dès lors qu'il s'agit de charia aujourd'hui. Et cette surenchère, c'est sans doute par cette volonté de se montrer non pas plus catholique que le pape, mais plus chariatique que le prophète. Et les conditions politiques du temps font que je ne vois pas une inversion immédiate de la tendance. Ce sera une occasion de réflexion pour tous nos auditeurs. Merci Baudouin Dupré pour cet entretien. Merci à François Conat qui a réalisé cette émission.